Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde organisée autour des calcographies du Louvre et de deux très belles calcographies que nous avons commandées à deux créatrices de notre époque, Annette Messager, que tout le monde connaît bien, elle va détester que je dise ça, mais quand même une grande dame, la grande dame de la création française d'aujourd'hui, et Rosanna Lefeuvre, qui est une toute jeune artiste, mais déjà elle aussi bien confirmée et qui a été lauréate du Salon de Montrouge, et les deux ont répondu à notre invitation pour créer des calcographies au Louvre. Donc je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tout le monde et dire combien Laurence Descartes, la nouvelle présidente du Louvre, se réjouit de ces projets liés aux artistes contemporains, et combien ce moment que nous allons partager avec Anne Dary, ma collègue, donc ancienne directrice du musée des Beaux-Arts de Rennes et grande spécialiste de l'art contemporain, et notamment de l'art contemporain en français, combien nous sommes heureux pour cette discussion de vous accueillir. Alors peut-être quelques mots avant de nous lancer directement dans la présentation des deux calcographies d'Annette et de Rosanna. Peut-être quelques mots sur la calcographie elle-même et quelques projets qui sont des projets antérieurs mais que nous voulions pouvoir vous montrer. La calcographie au Louvre, c'est un projet ancien qui est inscrit dans la fondation même du musée. C'est l'idée d'avoir des estampes qui peuvent être vendues et du coup faire entrer la création artistique dans les foyers de chacun, puisque ces calcographies dont on va vous parler aujourd'hui, vous pouvez les acquérir à la librairie du Louvre, vous pouvez les accueillir aussi en ligne. Donc c'est cette idée aussi de partage et de diffusion de l'art, ce qui est extrêmement important, et ça s'inscrit dans une tradition encore plus ancienne qui remonte à Louis XIV et dont mon collègue Jean-Gérald Castex, qui est conservateur en chef au département des arts graphiques, avait fait une très belle exposition il y a 2 ans, gravée pour le roi, et qui montrait aussi ces enjeux-là. Donc c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que la calcographie associe à la fois une tradition d'inscription du musée des collections françaises dans cette diffusion de l'art, donc ça c'est important, et en même temps évidemment une modernité, puisque c'est la modernité de la création contemporaine. Alors pourquoi calcographie? C'est parce que ce sont des estampes qui sont faites à partir donc d'une plaque de cuivre et dont le très grand talent et le très grand maniement est porté par les ateliers de la Réunion des musées nationaux, donc héritiers des ateliers du Muséum central et du Muséum impérial, donc les ateliers de la Réunion des musées nationaux, ateliers, mais Sophie Laporte qui les dirige le sait, ateliers de calcographie comme ateliers des moulages qui sont très chers à mon cœur, puisque c'est évidemment, comment dirais-je, l'écho du Louvre et des musées français comme conservatoire des métiers. Je pense que c'est important d'avoir aussi les musées non seulement comme lieu de délectation esthétique et admiration des œuvres, mais aussi conservatoire des métiers. Et je remercie beaucoup Bertrand Dupré et l'ensemble de son équipe d'être là aujourd'hui. Grand merci. Sans vous, rien ne serait possible en fait. Donc évidemment, c'est absolument fondamental. D'un point de vue, comment dirais-je, patrimonial, ça c'est un point important, les plaques de cuivre de la calcographie appartiennent aux collections nationales, dans la collection du département des arts graphiques. Donc il y a une acquisition, et les œuvres, notamment les plaques dont sont issues les calcographies, les estampes d'Annette et de Rosanna appartiennent à la collection du Louvre, et nous conservons aussi au Louvre des exemplaires de tête, et ensuite donc les estampes sont vendues donc évidemment donc à la fois dans les boutiques de la RMN et en ligne, et ça je crois que c'est extrêmement important à souligner. Tu voulais en dire un mot, Anne ? Que c'est vendu très peu cher et que vous pouvez acquérir une œuvre de Pénone ou d'Annette Messager. Enfin, il y a plein d'œuvres, et c'est quand vous voulez faire un cadeau ou vous faire un cadeau, c'est super. C'est vrai, merci beaucoup Anne. C'est vrai que c'est absolument important, et nous le faisons de façon totalement, effectivement, nous, sans intérêt par rapport à tout ça, autre que la diffusion de l'art. Alors juste très rapidement, mais c'était simplement pour vous montrer que tout ça s'inscrit
s'inscrit effectivement dans cette tradition. Notamment, il y avait eu une estampe donc d'après Pablo Picasso, qui est d'ailleurs montré en ce moment à Lens dans les Louvres de Picasso. Donc c'est tout à fait intéressant de la voir. Donc qui malheureusement aujourd'hui est épuisé, mais je regarde Sophie Laporte, on envisage éventuellement de la rééditer. Donc ça fait partie des éléments importants. Une autre calcographie récente, c'est cette très belle œuvre de Jean-Michel Alberola, là aussi magnifique et tout à fait étonnante. Alberola qui a été célébré à plusieurs fois au Louvre, à la fois avec des contrepoints à l'invitation de Marie-Laure Bernadac, mais aussi beaucoup plus récemment par le centre de recherche Dominique Vivant-Denon. Donc là aussi un artiste qui est proche du Louvre. Peut-être d'ailleurs est-ce quelque chose que je voulais rappeler, c'est que ces invitations qui sont faites sont des invitations aussi qui s'inscrivent en lien avec l'ensemble de l'histoire du Louvre. Et vous savez que Picasso avait été de son vivant exposé au Louvre. Donc un autre projet qui nous est très cher, et j'en profite pour saluer et remercier une de mes adjointes, mais je ne sais pas où elle se cache, Aline François-Collin, si tu es là, Aline François-Collin, qui suit tout ça à mes côtés et qui avait porté la très belle installation dans la cour carrée de l'installation d'Eva Jospin. Et Eva a réalisé donc cette calcographie autour de la grotte et de la végétation qui revient, effectivement, qui est beaucoup un de ses projets. Elle avait notamment réalisé ces éléments de grotte, notamment pour la Villa Médicis, il y a quelques années. Autre exemple aussi, et qui revient à une installation que vous aviez peut-être vue il y a maintenant plusieurs années, ça fait une quinzaine d'années de mémoire, de Jenny Holzer, avec cette mise en lumière de la pyramide. Et Jenny Holzer avait été aussi invitée par le Louvre Abu Dhabi, et donc il y a des œuvres de Jenny Holzer qui accueillent aussi les visiteurs au Louvre Abu Dhabi. Plus proche de nous encore et mis en œuvre par le comité que nous avons créé, recréé, remis en œuvre avec la réunion des musées nationaux et le musée du Louvre, qui est ce comité de calcographie qui existe, qui a été remis en œuvre maintenant depuis 2 ans, qui est coprésidé par Chris Dercon, le président de la RMN, et Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre, auparavant par Jean-Luc Martinez, et qui réunit un certain nombre de personnalités du Louvre et extérieures au Louvre, et dont Anne, tu nous fais la grande joie d'être membre, comité dont, si peut-être tu veux dire un court mot puisque tu en fais partie, et de manière très active, je dois dire, et je te remercie beaucoup. J'ai été invitée il y a 2 ans à faire partie de la commission de la calcographie qui se réunit 2-3 fois par an. Et donc, les membres peuvent présenter des artistes vivants qui feront un projet. Et donc, évidemment, la commission délibère et choisit parmi les différentes propositions. Et j'avoue que c'était un grand bonheur pour moi cette proposition, parce que c'est vraiment un travail que j'adore faire. Et donc, notre feuille de route, c'était un peu qu'il y ait à la fois des artistes confirmés, des artistes plus jeunes, des femmes et des hommes. Et donc, et c'est à ce titre-là que j'avais présenté le projet d'Annette Messager, et aussi d'une jeune artiste pour lequel le projet est en train de se faire, qui s'appelle Marine Vallon. Voilà. Merci beaucoup Anne, et c'est vrai que c'est un lieu très actif, Jean-Gérald Castex, mon collègue des arts graphiques, on est aussi présent et on est aussi membre. C'est un lieu très actif, très intéressant, qui est un vrai lieu de débat, et c'est vrai, comme tu viens de le dire Anne, on essaye d'avoir des artistes confirmés, des artistes parfois encore en devenir, mais bientôt confirmés, et ça c'est vraiment quelque chose de très exaltant. Nous essayons de passer des commandes à 2 artistes par an. On se pose la question d'aller peut-être à un moment donné à 3, mais il y a aussi un travail de conception très long, très complexe, qui doit être valorisé, et qui fait que, évidemment, c'est déjà une jolie performance que d'arriver à avoir 2 commandes contemporaines comme cela tous les ans, et je m'en réjouis beaucoup. Donc l'année dernière, une commande faite à Jean-Michel Othoniel, dont vous avez peut-être vu l'actuelle très belle exposition au Petit Palais, et Jean-Michel qui avait aussi, nous avait donné en 2019 un ensemble de
très belles œuvres autour de cette rose du Louvre qu'il avait cueillie, si je peux le dire ainsi, dans le grand cycle de Marie de Médicis peint par Rubens. Jean-Michel avait eu l'idée d'un herbier du Louvre qui a été édité chez Actes Sud, où il avait relevé les différentes fleurs du Louvre, comme on le fait de fleurs des champs ou de fleurs sauvages, en allant un peu relever toutes les fleurs qu'il y a dans les différentes œuvres du Louvre, avec des interprétations à la fois philosophiques et esthétiques très intéressantes. Je vous engage à acheter le livre, là aussi aucun intérêt, c'est publié par Actes Sud, aucun intérêt mercantile de ma part en le disant, et il nous a fait cette très 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 belle calcographie qui est inspirée des œuvres qui sont installées juste à côté d'ici, Cours Puget. Et puis cette année, j'ai passé la parole à Anne Darry pour qu'elle puisse commencer à en parler en lien avec Annette Messager, que je remercie vraiment beaucoup d'être là, comme Rosanna Lefebvre. Cette année, cette commande là, qui vient donc juste d'être éditée, qui vient juste d'être en vente, qui est aussi présentée avec la calcographie de Rosanna Lefebvre au Grand Palais. Cette très belle œuvre qui fonctionne comme un diptyque et une sorte de vis-à-vis entre Cupidon, l'enfant de l'amour, et la mort, qui se peignent mutuellement. Mais Anne, je te passe la parole pour en parler avec grande joie. Alors, Annette Messager est une artiste qui est apparue sur la scène artistique au début des années 70, avec un autre, on va dire, dans un groupe d'artistes que Harald Zellman avait appelé les mythologies individuelles, dans la Documenta 5 de 1972. Et ces artistes mettaient la construction de soi par l'image au centre de leur travail, avec des matériaux, on va dire peut-être pauvres, ou en tout cas très simples, qui pouvaient être de la photographie, du collage, de la broderie, et qui les rapprochaient en ça de l'art brut. Annette a exposé dans les plus grands musées du monde. Elle a une carrière, on va dire, assez éblouissante. Et elle a aussi des œuvres dans des grandes collections publiques en France, dans les FRAC, dans les musées et aussi à l'étranger. Et puis, elle prépare, puisque son œuvre est toujours vivante, donc en 2022, vous pourrez aller à Lille, enfin à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, dans ce très beau musée qui s'appelle le LAM, donc où on va faire une rétrospective, et également à Tel Aviv, voilà, qui est aussi un très beau musée. Alors l'œuvre qu'a réalisée Annette pour la calcographie est une héliogravure, et qui a été réalisé d'après un lavis d'encre de Chine et qui est intitulé L'amour et la mort. Acrylique. Pardon ? Acrylique. Ah, je n'utilise jamais d'encre de Chine. Ah, acrylique. Ah, pardon. Acrylique liquide. Pardon. C'est bien. Non, mais c'est bien. Je mémoriserai ça. Et qui représente Cupidon peignant la mort, et par un jeu de miroir, la mort qui, à son tour, peint l'enfant. À la fois, il y a une sorte d'opposition entre ce dessin très léger, fluide, gracieux, et élégant, et en même temps l'humour très grinçant, mettant en scène Eros et Thanatos, face à face dans un jeu cruel. Dans ton travail, Annette, je trouve qu'il y a, tu vas me dire si tu es d'accord, hein, il me semble qu'il y a deux registres différents. L'un qui se réfère plutôt aux contes de fées, à l'art populaire, aux cartes du tendre, aux ex-voto, puis un autre plus sombre. Et je pense que c'est très très lié pour moi. La vie est grotesque. La vie peut être au café joyeuse avec des copains, et 3 minutes après, je croise dans la rue un type allongé, sans ressources. Donc on est à la fois
Pour moi, le grotesque, la joie et la tristesse et la mort, c'est tellement lié, ça fait tellement partie de notre vie que c'est inséparable. Mais c'est vrai que j'aime bien des choses un peu ironiques, parce que je trouve que la vie est tellement ironique, ironiquement triste, ironiquement gaie, les deux à la fois. Et c'est bizarre, cette histoire de calcographie, parce que tu m'as envoyé un mail, je crois. Oui. Calcographie, enfin je sais pas, tu disais pas calcographie. Et en fait, après, je me suis aperçue que quand la rue d'Ulm est très importante pour moi. J'étais aux Arts Déco à la rue d'Ulm, donc. Il y avait aussi, à ce moment-là, la Cinémathèque qui était rue d'Ulm. Il y avait les deux. Et ça n'allait pas du tout aux Arts Déco. Je foutais rien. Mes amis, ça n'allait pas. Mais il y avait un petit atelier de gravure, tout petit. Et en fait, je me suis réfugiée dans cet atelier de gravure, où il y avait plein de plaques de gravure, de l'acide, donc je dessinais. J'étais assez influencée par, disons, Egon Schiele, Klimt, à cette période-là, et quasiment personne ne venait dans ce... Ça faisait même pas partie d'un vrai atelier, c'était un sous-atelier, cet atelier de gravure. Mais j'y suis allée beaucoup, parce que je m'y sentais bien. Et comme il n'y avait pas de chef, hein, et tout le monde pouvait venir, j'avais planqué la clé dehors, hein, en une petite cachette. J'avais dit, si vous voulez venir travailler, la clé est là. Et puis quand j'ai dû chercher à gagner ma vie, je me suis dit, mais en fait, je faisais de la gravure avec des acides... Tiens, ben j'ai une idée, c'était pas un truc. Pour gagner ma vie, je pourrais peut-être, sur des miroirs, le teint des miroirs, donc à l'envers, l'attaquer à l'acide et dessiner. Ça venait de mon expérience de gravure. Donc, je dessinais, je protégeais le teint à un endroit, je faisais un dessin, du dessin... C'était pour vraiment gagner ma vie. Hein. Et puis j'attaquais le reste avec des acides, avec Gauloise au bec et tout ça. Je me demande comment je suis pas morte à ce moment-là. Et donc je me prévenais des boutiques, le Bon Marché, je me souviens, etc., qui venaient me voir. Et donc ça marchait bien parce que je m'en fichais complètement. C'était pour gagner ma vie. Et en même temps, je commençais à faire cette série des pensionnaires où j'avais marché dans la rue sur un petit moineau mort, j'avais été en tongs, et j'avais été très très frappée parce que c'était froid. Et je l'ai ramassé, je me suis dit, je vais le consoler, je vais lui tricoter un petit truc. Bon, je ne suis pas folle, hein, je savais bien que ça n'allait pas aller. Mais je commençais à voir des gens pour mon travail artistique et pour ces miroirs. Et c'était dans la même pièce. Donc un jour, il n'y avait que des miroirs. Le lendemain, il n'y avait que ces petits oiseaux. Et ça m'amusait d'être un peu... Donc c'est peut-être là aussi où je me suis donné des appellations différentes, Annette Messager, collectionneuse, etc. Donc en fait, ça a été important, cette rue d'Ulm. Et puis, donc, la cinémathèque, où j'étais tout le temps au cinéma, dans cette cinémathèque. Les films de Warhol, L'homme qui dort, 4 heures, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il ne faisait que dormir pendant peut-être 10 heures même, je ne sais plus. Mais on m'avait dit, Warhol, c'est formidable. Enfin, oui, je savais. Donc, j'étais là, je disais, l'homme qui dort, bon, d'accord. Enfin, bref, j'ai vu énormément de films. Ça a été très important dans ma culture de voir les gros plans dans le cinéma d'Hitchcock. Ça a été très, très important pour moi. Et puis, donc, c'est sur la rive droite, non, pas la rive droite, la rue à droite,
tout ça, c'est l'école des Arts Déco, la Cinémathèque et le Panthéon. Et puis je reçois donc un mail d'Anne Dary sur la calcographie, etc. Je lui dis, qu'est-ce que... Non, pas sur de faire quelque chose au Louvre, une gravure et tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me demande, celle-là Et en fait, j'étais rue d'Ulm. Mais j'étais passée de l'autre côté de la rue d'Ulm. Et vous savez ce qu'il y a de l'autre côté de la rue d'Ulm? Il y a Curie. Donc pour moi, symboliquement, c'était très important de me dire, voilà, je ne suis plus du côté droit, je suis du côté gauche. Et c'était, donc j'ai dit, la calcographie, c'est important, mais la mammographie, c'est encore plus important. N'est-ce pas, mesdames? Très important. Parce que ça m'a sauvée en même temps. Donc, à Curie, à ce moment-là, il n'y avait pas de Covid, c'était avant le Covid, mais il y avait grève des métros, je ne sais plus quoi, il fallait venir 1h30 à l'avance. C'était une pagaille inouïe. C'était surtout de voir des enfants à Curie. Ça, c'était de voir des enfants qui n'avaient plus de tête d'enfant, tellement ils étaient sérieux, tellement il y avait des jouets, mais ils ne jouaient pas, ils étaient là, graves, ils avaient la tête entourée. Ça a été un choc incroyable. Et le médecin m'a dit, bon, vous êtes artiste, nous savons, il ne faut pas, en plus je suis gauchère et c'était du côté gauche, il ne faut pas porter des choses à net avec votre marteau, il ne faut pas faire ceci. J'ai dit, oui, c'est embêtant pendant au moins un mois, peut-être plus. J'ai dit, mais c'est embêtant, mais je peux dessiner. Alors là, tant que vous voulez. Donc je suis rentrée chez moi et je me suis tout de suite mis à dessiner. Déjà, il m'avait dit ce mot avant 5 jours. Dans 5 jours, on vous dira si c'est bénin ou malin. J'avais adoré cette expression parce que j'adore les mots, jouer avec les mots. Et le soir, évidemment, mon compagnon était en voyage, je n'ai rien voulu dire. J'ai fait des dessins de mammographie où c'est horrible, le sein pris entre... Et puis Bénin Malin, j'ai écrit Bénin Malin, j'ai commencé des têtes de squelettes, des vanités, parce que j'ai compris que j'étais du côté de la rue d'Ulm maintenant. Et je me suis mise à dessiner beaucoup de têtes de mort, de vanités. Les gens pensent que c'est à cause du Covid, mais c'était bien avant ça. Donc cette calcographie que j'ai fait ici, en fait en photo, il y a plusieurs fois j'avais vu en photo quelqu'un qui se dessine et il y a l'ombre de la personne sur une toile, donc il y a une sorte de dédoublement de la personne. Donc ça m'avait toujours plu cette histoire d'ombre dédoublée de l'artiste avec son pinceau ou un crayon. Que j'ai commencé à faire un côté et puis tout de suite j'ai fait l'autre. Je peux vous dire que le plus difficile, ça a été de dessiner la main du squelette. Parce que un squelette qui peut tenir un pinceau, pour mes mains, je peux regarder mes mains, demander à un voisin comment les mes mains, mais les mains comme ça, c'était, je crois, ça le plus difficile dans le dessin. Mais moi, en fait, je dis que mes dessins, c'est de l'eau. Je mets beaucoup d'eau sur le papier qui devient le vide. Et j'ai fait un dessin au crayon et je remets de l'acrylique. Et parfois, j'ai des surprises parce que il faut que... c'est l'eau qui décide et qui va où elle veut. Et donc, pour la calligraphie, c'était assez difficile, justement, de retrouver le mouvement de l'eau. Mais c'est un vagabondage pour moi, le dessin. C'est de la poésie pure. C'est, voilà, on est tout seul. Si c'est pas bien, on jette. Enfin, en fait, je me suis aperçue que je les faisais vraiment très, très simplement. Et que c'était pas du plaisir, c'était un nouveau bonheur pour moi. Peut-être je parle trop, il faut peut-être faire parler.
ma voisine. On viendra tout à l'heure à Rosanna, mais je suis très sensible à ce que vous dites, et je pensais à cette idée de bénin, malin, et à tous les doubles sens qu'on peut avoir autour de bénin, malin, parce que malin, c'est à la fois le côté malice et heureux, et puis c'est le malin, et c'est les deux à la fois. Et puis bénin, en vous écoutant, on pense à la fois effectivement à la bénignité des choses, mais on pense aussi à ce pays d'Afrique on l'entend, hein, qui s'appelle le Bénin et qui est aussi si souvent meurtri. Et il y a quelque chose de très intéressant, je trouve. Bénin, malin, ça invite à un vis-à-vis qui nous interroge à la fois par rapport à un monde extérieur, mais aussi par rapport à notre propre intimité aussi. Et c'est vrai que quand Anne nous avait passé ce dessin que vous lui aviez transmis, parce qu'il y a ce diptyque, il y a cette réflexion sur le temps, bien sûr. Nous ne sommes que vanité, hein. Poussière nous étions, poussière nous serons, et ça je crois qu'il faut jamais trop l'oublier, il ne faut pas y penser tous les jours, mais il ne faut pas l'oublier. Mais ça renvoie aussi à un monde intérieur, et le fait que vous ayez comme ça dessiné, Annette, des silhouettes, des taches, il y a quelque chose aussi de très intériorisé, un peu comme si, et je ne connaissais pas ce lien avec Uri, mais vous parlez de mammographie, c'est quelque chose que, évidemment, comme toutes les femmes, je connais. Et il y a aussi un côté radiographie de l'image intérieure et de l'image extérieure et du double de cette image intérieure-extérieure. Et vraiment, ça donne encore peut-être plus de profondeur. En vous écoutant, je me dis, mais voilà, on installe quelque chose qui s'inscrit dans la légèreté et dans la gravité, et en même temps, pour revenir au musée, qui s'inscrit aussi dans une inscription mythologique profonde, hein, puisque Eros Thanatos, tu le mentionnais, Anne, à l'instant, et ce rapport aussi de la représentation de l'amour peintre, c'est quelque chose dont les salles du Louvre qui sont juste à côté de nous sont bien sûr remplies. Donc ça, c'est aussi intéressant, ce lien-là. Et moi, pour continuer encore sur la rue d'Ulm, c'est donc j'étais dans cet atelier de gravure. Et un jour, il y a eu une commande qui a été faite pour l'année de plaques de gravure, parce que c'est cher, hein, les plaques de gravure. Donc déposées dans un coin de l'atelier pour toute l'année. Et 2 jours après, je reviens et les plaques avaient été toutes volées. Et comme c'est moi qui cachais les clés, le directeur me fait venir, il m'avait dit « Vous êtes responsable, vous avez volé les plaques, vous êtes renvoyé. » Donc j'étais renvoyée. Et j'étais très fière parce que c'était très très rare d'être envoyée, vraiment très rare. Donc pour moi, ce fut une gloire. Je ne sais pas, Rosanna, est-ce que vous voudriez nous dire quelques mots sur cette calcographie d'Annette que vous avez aussi découverte, peut-être, ou de réaction par rapport à ce qu'on dit. On va revenir aussi bien sûr sur votre propre œuvre. En tout cas, je suis très touchée d'écouter l'histoire qu'il y a derrière. C'est vrai que cette rue, je l'ai aussi beaucoup parcourue puisque j'étais aussi aux Arts Déco. Et puis, est-ce que vous avez, vous aussi, été renvoyée? Non. Non, je suis partie de moi-même. Donc, j'étais aussi une élève pas toujours attentive aux Arts Déco, j'avoue. L'école est très bonne maintenant, aujourd'hui. Elle n'était pas de mon temps. Ça a beaucoup changé. Mais et évidemment, oui, toute cette histoire autour de l'Institut Curie me touche aussi beaucoup, puisque ma maman qui est dans la salle y a aussi fait un petit tour. Et ça, j'en garde un souvenir assez fort. Donc merci beaucoup pour cette explication autour de cette œuvre magnifique. Non, je disais que je ne connaissais pas en fait le contexte de la création de ce dessin, et je trouve ça d'autant plus émouvant et ça en donne encore plus de prix. Non, ça ne donne pas de prix. Enfin, si, on n'a pas besoin de savoir tout ça, c'est mon histoire personnelle. Mais bien sûr, pour moi, c'est très important. Mais je veux dire, après, il y a eu le Covid, qui est quand même... on a tous été touchés par ça. Donc, j'ai continué ces vanités, ces squelettes. J'aurais continué, parce que j'ai quand même fait 70 têtes de vanité. C'était tellement facile, tellement nouveau. Et puis,
pouvais quasiment rien faire d'autre. Et puis il y a eu le Covid, donc après j'avais plus de papier, j'avais plus d'encre, je mettais d'autres choses, enfin bref. C'est toute cette période que nous avons tous vécue qui est quand même, dans le monde entier, absolument étonnante. Non, absolument étonnante et qui nous a effectivement tous beaucoup marqués, qui nous marque encore certainement, sur lequel on ne sait pas ni les uns ni les autres complètement comment ça agit en nous. Vraiment, là, je ne suis pas du tout certaine de savoir comment le Covid agit en moi. Et c'est vrai que c'est un des points évidemment complexes, mais on a passé certaines de vos œuvres, mais c'est vrai que je montre celle-là d'abord parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de toujours intéressant dans vos œuvres, enfin moi qui me séduit beaucoup, qui est quelque chose d'un esprit d'enfance qu'on a l'impression de voir et dans lequel on se retrouve, parce que finalement peut-être que l'enfance est en chacun d'entre nous la part la plus universelle de nous-mêmes, et en même temps toujours quelque chose qui ne va pas comme on voudrait que ça aille, et je trouve ça assez formidable. Et puis ici, cette introduction de quelque chose à laquelle on est tous beaucoup attachés, et peut-être que c'est d'ailleurs le seul rôle de l'art, ce rapport à ces digressions narratives que sont les fables et les récits. Donc voilà, c'est vrai que je suis toujours c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans votre travail, et j'attends beaucoup la rétrospective qu'Anne mentionnait au LAM l'année prochaine. C'est 2022, c'est ça, tu disais? 2022, oui, c'est ça. Par rapport à ces éléments-là. Peut-être d'autres œuvres d'Annette, surtout n'hésitez pas d'ailleurs, Annette. C'est les pics. Ouais. Il y a une partie au Centre Pompidou, à la tête, là je ne sais plus où c'est. Et donc, en fait, j'ai fait beaucoup de séries qui s'appellent Mes Vœux, où c'est des photos de morceaux de corps qui sont très fragmentés et qui sont emmêlés. Donc, j'ai pris des cordes pour pouvoir les superposer, etc. J'en ai fait des triangles, des vœux, des ronds. Je pense qu'il y en a une là, à gauche, après les pieds. Enfin bref. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, ça doit plus tomber. Les vœux. Tout le monde m'en demandait. C'était la chose. J'arrête cette série, c'est fini. J'ai d'autres choses à faire, à dire. Et au contraire, il y avait un balai à côté de moi. Et j'ai pris le balai, et je me dis, ça va plus tomber, mais c'est au contraire ce balai, j'ai accroché un truc après ce balai. J'étais tellement contente, quand je suis contente, je pars au café. Pas pour boire, mais pour boire un café, j'ai des copains là-bas. Et j'étais tellement contente, je voyais plein de trucs. J'ai Bricorama à côté, j'ai acheté des pics, des machins, des morceaux de bois. J'ai mis n'importe quoi, mes collants après. Enfin, voilà, c'était la série des pics, une nouvelle série. Donc le début, c'est toujours merveilleux parce qu'on pense qu'on va faire des merveilles, qu'il y a tout un horizon qui s'ouvre. Quand c'est pas encore fait, c'est le moment le plus excitant presque. Non? Tout à fait. Ouais. Mais c'est quelque chose que vous nous faites très bien partager, ce rapport au merveilleux de votre création initiale. Ça, je dois dire, c'est certainement une des grandes forces de votre œuvre. Je continue à faire passer, mais n'hésitez pas vraiment là aussi. C'est articulé, c'est-à-dire que c'était au moment des vaches folles. Des vaches folles. Et donc au sol, il y a des vaches aplaties en tissu, taille vache. Et puis il y a nous, c'était la première fois que je travaillais avec des moteurs, et j'en ai mis 40. Je ne savais rien de la technique. C'était complètement dingue. Donc j'ai pris quelqu'un, bien sûr, pour m'aider, qui ne se connaît pas beaucoup à ce moment-là non plus. Et donc il y a des bouts de corps qui descendent. Tout ça, c'est en tissu, qui s'articulent, qui redescendent, qui rentrent l'un dans l'autre. Et ça, c'était à une documenta. Ouais. Et sur les murs, il y avait celui-là, la mère et l'enfant. Je ne sais pas si c'est une nouvelle truc. Il y avait une citation de Catherine Grenier que j'aime beaucoup. Elle dit « Cette œuvre enjambe l'histoire de l'homme, reliant les danses macabres du Moyen-Âge au désastre écologique de notre siècle. Et en commentant cette pièce, et je trouve qu'elle
Enfin, c'est très juste, quoi. Catherine Grenier, qui est la directrice de la Fondation Giacometti. Donc ça, c'était une pique, et puis il y avait une sorte de... C'est un corps de femme, mais avec une tête de gentil ours qui protège son enfant, qui est peut-être malade, qui est peut-être... Et puis ça, c'est Rumeur, donc j'aime beaucoup les mots, mais je ne sais pas écrire, 3 lignes, c'est tout, maximum. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les mots désir, chaos, je ne sais quoi. Et ça, c'est le mot rumeur, avec des morceaux de peluche. Tandis que j'ai fait beaucoup plus de mots avec des filets qui tombent. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Casino. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça, en fait? Parce qu'en fait, elle a... Parce que c'est rouge, mais je ne sais pas pourquoi. Non, elle a été faite pour le pavillon français de Venise. Oui. Et l'ensemble s'appelle Casino. C'est-à-dire que je voulais faire une sorte d'allusion. Je me disais, mais qui est important alors, le marquis de Sade ne m'intéresse pas. Pinocchio. Pinocchio, c'est un personnage universel. C'est le pauvre de Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire, Pinocchio, ça veut dire bois de pain. Enfin, et puis ce Pinocchio avec son nez qui s'allonge, qui peut être érotique, qui peut être... En fait, tout de suite, j'ai lu plein de choses sur Pinocchio qui m'a passionnée, qui me passionne toujours. Et donc là, en fait, si on dessine, c'est dessiner les petits trucs qui tombent, c'est en caoutchouc, et si on les dessine de face, si on dessine Pinocchio de face, je suis désolée, on a un sexe. C'est-à-dire que, voilà, il est toujours représenté de profil, ce Pinocchio. Et donc, en fait, c'est une sorte presque d'accouchement, c'est rouge, ça sort d'une petite salle, un tissu rouge. En fait, ça s'appelle, c'est l'ensemble, parce que casino, en italien, ça veut dire aussi petit bordel. Et donc, ça m'amusait beaucoup de retirer le mot Francia, parce que cette histoire de pavillon, je trouve, est un peu ridicule, de cacher le mot Francia par casino. Et dans les journaux italiens, ils disaient, oui, la France, c'est vraiment un bordel. Ça a 2 sens suivants qui ont dit casino ou bien je ne sais plus quoi. Ce qui est amusant, oui. Voilà, donc en dessous, il y a des choses souterraines, de la mer, des détritus qui s'allumaient, qui s'éteignaient, et puis ces petits pantins qui... Mais Pinocchio qui est à la fois une figure de l'enfance et une figure de la destinée humaine, hein, c'est vraiment, évidemment, quelqu'un... Enfin, l'histoire, le conte de Cologny est vraiment toujours quelque chose d'assez... Et ça aussi, c'est la 3e salle de Pinocchio, où finalement, il est englouti par une baleine. Par la baleine, oui. Il retrouve son père qui a été... Non, il se fait engloutir par la baleine parce que son père a été mangé par la baleine. Il retrouve son père dans l'estomac de la baleine et son père lui dit « Je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai tous les livres, il mange tout. Cette baleine mange tout, donc j'ai des sardines, j'ai du poisson, moi qui étais si pauvre, j'ai trop à manger, il y a des livres, je ne veux pas sortir d'ici. » Et Pinocchio lui dit, mais écoute, papa, tu ne peux pas rester toute ta vie enfermé dans... Donc il le fait sortir, et c'est à ce moment-là où la bravoure de Pinocchio tirant son père hors de la baleine le fait devenir humain. Et donc finalement, humain, il n'a plus aucun intérêt, hein, il est comme nous. Donc là, il est sur un trampoline, il va travailler tous les jours, il n'est plus le méchant garçon, donc c'est le trampoline, la dernière phase. Rosanna, donc je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes une toute jeune artiste, diplômée des arts décoratifs, et effectivement lauréate au Salon de Montrouge, qui avait déjà eu quelques expositions à votre actif. Et je veux dire que c'est, même si vous êtes partie de votre plein gré, c'est néanmoins le directeur, Emmanuel Thibault, de l'École des arts décoratifs. J'ai fini par diplômée quand même. Ah bon, d'accord. Qui nous a parlé de vous en disant ah oui, ça, la première jeune créatrice à qui il faut demander quelque chose, c'est Rosanna Lefebvre. Hein. Il a été un défenseur, et on a été tout à fait
séduit, je dois dire la vérité, par ce qu'il nous a présenté. Et du coup, on vous a invité, vous avez eu des plus premiers contacts avec l'atelier, avec Aline, et vous êtes venu dans le musée. Peut-être, dites-nous un peu, parce que là, on montre effectivement 2 versions du corsage. Vous êtes, je crois, venu voir les peintures françaises donc, du Louvre, notamment les peintures 18e, et Greuze en particulier. Mais dites-nous un peu ce que vous aviez en tête, parce que ce qui m'a séduite tout de suite, quand on a eu les premiers éléments, les toutes premières recherches, c'est le rapport à la sensualité et aux matières. J'ai un coup de foudre, je le dis très sincèrement, pour votre rapport à la matière. Oui, alors, en fait, quand j'ai rencontré donc Aline François et Sophie Laporte en 2020, en janvier 2020, je leur ai présenté mon travail, les pièces sur lesquelles je travaille actuellement, qui sont des pièces textiles, qui sont des impressions et des tissages textiles. Et donc, j'avais envie de simplement poursuivre ces recherches et les adapter à la technique de la calcographie. Donc, j'ai visité les collections du Louvre et je me suis arrêtée sur plusieurs vêtements et plusieurs jeux de matière de peinture qui m'intéressaient. Et ensuite, j'ai travaillé avec un ami styliste, créateur, qui a reproduit en fait à sa façon, disons, la robe de la laitière de Greuze. Et on a choisi donc ces matières qui sont un velours très, très profond, d'un violet profond, et un tulle orange très intense. Et c'est ces matières qu'ensuite j'ai voulu reproduire par la technique de la calcographie. Et on a choisi ces matières tout simplement pour redonner un aspect contemporain à cette robe et aussi une sorte d'illusion. Enfin, c'est vrai qu'il y a un jeu entre ces matières qui crée des drapés et des jeux graphiques qui m'intéressaient. Je ne sais pas si on peut montrer peut-être les œuvres précédentes qui ont inspiré en fait ma calcographie. Donc ça, c'était une des premières pièces que j'ai montrées, qui est une impression, une sérigraphie sur une viscose. Et il y a un jeu, donc en fait c'est imprimé 3 fois avec 3 couleurs différentes, ce qui crée en fait ces effets de profondeur et cette apparition d'un corps en volume sur un support plat. Et qui crée vraiment, voilà, on a une personne qui apparaît un peu fantomatique sur cette matière. Et l'idée, c'était de retrouver en tout cas cet effet, mais par la technique de la gravure et par la superposition aussi de plusieurs plaques, comme on va le voir sur la gravure finale. Ici, c'est la même technique, c'est aussi une impression sur tissu. Et on voit au fond aussi un tissage d'une femme qui se peint. C'est marrant, ça fait assez écho à la calcographie de Annette au final. J'ai une grande admiration, une fascination pour les peintres et la peinture. Et là, on voit une femme qui se peint. Je pense que j'ai toujours eu envie de faire de la peinture et je me suis jamais lancée. J'ai trouvé tous les moyens possibles et inimaginables pour peindre, mais sans utiliser de la peinture. Et c'est ça aussi que j'ai voulu rendre par ces effets de matière et évidemment l'utilisation du drapé qui est vraiment la symbolique de la peinture et de la technicité en peinture dans l'histoire de l'art, qui a traversé l'histoire de l'art. C'était par rapport à ce rapport aux matières qui est très sensible chez vous et que je trouve très intéressant. Et puis ce rapport à la sensualité, la cruche renversée dont vous êtes inspiré de Greuze, c'est la perte de la virginité. Donc c'est aussi un rapport de séduction et à la fois de séduction et de jamais plus. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est aussi c'est un franchissement et il n'y aura pas de retour. Et c'est intéressant, c'est une inscription dans quelque chose de la gravité aussi, derrière cette apparente légèreté. C'est vrai. que je trouve évidemment très, 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 très intéressante. Peut-être une autre de vos œuvres que vous nous aviez montrées d'ailleurs par rapport au projet. Oui, qui est ici un tissage ensuite imprimé et qui est intéressant dans le sens où il utilise vraiment deux matières. Et par ce jeu de confrontation de matière, on a vraiment l'impression que l'œuvre est éclairée d'un faisceau orange
alors qu'en fait c'est simplement dans l'œuvre, la lumière vient vraiment de l'œuvre elle-même. Et pareil, ça c'est un procédé en peinture que je trouve absolument incroyable. Enfin, on parlait de l'exposition de Georgia O'Keeffe et on dirait vraiment que ses œuvres sont éclairées de derrière. C'est vrai. Et là, c'est ce que j'ai voulu plus ou moins reproduire. Mais ce qui est très saisissant dans votre œuvre, c'est ce rapport-là à la matérialité, je trouve très très intéressante, hein, qui est vraiment présente. Ce que je trouve beau de cette qu'elle a faite, là, la rouge, là, c'est l'opposition entre le corps qui est blanc, et puis On va revenir dessus dans celle-là, oui. Donc la peau blanche, presque en attente, comme ça, avec les deux bras, comme ça. Et puis ces plis joyeux. Mais en même temps... Non, je vais encore dire une bêtise. Non, allez-y, Annette. Non. Ben moi, j'y vois 2 couilles. C'est vrai, c'est un côté phallique. Non, mais ouais. Non, mais c'est maintenant que vous le dites. C'est évident. Ouais. J'aime beaucoup votre interprétation. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça renvoie à cette très grande sensualité très perçue. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je trouvais très beau dans le dessin de cette robe, c'était la ligne très simple qui dessine le sexe féminin, mais vraiment, c'est très très sobre. Et c'est vraiment cette ligne que j'avais envie de retrouver dans ma gravure. Et qui fait partir, donc du coup, qui crée ces plissés qui marquent le corps de la femme. Moi, ce que je trouve assez passionnant, si vous me permettez cette remarque, c'est que, et c'est ça qui est formidable, hein, le fait d'inviter des artistes au Louvre, hein, c'est que de la même façon que tout à l'heure, j'évoquais Jean-Michel qui a accueilli les fleurs, vous avez dans la tête la représentation des tissus. Et ce que je trouve vraiment formidable, c'est que du coup, vous nous apportez les uns et les autres une vision que nous n'aurions pas, parce que c'est notre faiblesse d'historien d'art, c'est que du coup, on superpose, quoi qu'il arrive pratiquement toujours, soit une iconographie, soit une histoire, et du coup on oublie de se laisser prendre par ce qui est représenté, alors que là vous nous rappelez tout simplement la beauté absolument sidérante, hein, des tissus, de la représentation des tissus par Greuze, ce dans quoi d'ailleurs il s'inscrit dans une tradition riche, hein, de la peinture française et de la peinture flamande et hollandaise, hein, c'est certain, et qu'il a bien en tête évidemment, mais et ça vraiment c'est une force, parce que on a du coup un nouveau regard, enfin, ça nous invite à aller plus loin dans cet élément-là. Et par rapport à la remarque d'Annette sur la chair, c'est vrai que la chair, là aussi, chez Greuze, est très, très pâle, hein, très présente, et c'est tout à fait intéressant dans ce rapport-là. Et c'était intéressant, du coup, que pour l'œuvre finale, la peau soit vraiment le papier, et le papier incarne la peau de cette... C'est quoi la technique qui a été utilisée pour la gravure? Oui. Alors, il y a deux plaques. Une plaque, on va le voir après, qui a été gravée au grattoir. Et ensuite, la seconde plaque, qui est une héliographie simplement de la couche de tulle, donc très très fine. Et alors que la couche grattée représente vraiment le velouté du velours. Je pense que juste avant, on voit uniquement la couche violette. Ça, c'est un travail absolument remarquable, hein, qui a été mené, hein, par les ateliers, je signale, hein, de la Réunion des musées nationaux, et notamment par Lucie et Bertrand. Hein, donc vraiment bravo pour cet élément-là, je voulais le dire par rapport à ça, et beaucoup les remercier. On a eu la chance de pouvoir suivre toutes ces étapes-là, et avec Aline, on était vraiment très éblouis en fait. Dès qu'on voyait le résultat, c'était tout à fait étonnant, parce qu'il y a une profondeur dont je n'imaginais pas qu'elle était possible en fait par cette âme. Ouais, j'ai tout appris de Lucille. C'est vrai que c'était la première fois que je gravais aussi, donc j'ai eu vraiment la chance d'apprendre avec les meilleurs et dans un très très bel atelier. Et je pense continuer en tout cas à graver. Enfin, ça a été vraiment une révélation aussi pour moi de pouvoir rendre au plus proche la beauté des drapés par cette technique. Oui, je voulais dire que c'est dans les ateliers de la RMN, il y a beaucoup de techniques d'estampes qui sont utilisées. Hein. Il y a une très très grande variété, et les artistes peuvent
s'exprimer facilement parce qu'il y a beaucoup il y a une grande souplesse et ils sont vraiment à l'écoute des artistes. Voilà, surtout, je veux dire, les gens avec lesquels j'ai travaillé, parce que moi, j'y connais rien. On a changé d'ailleurs de technique à un moment, ça n'allait pas. Et c'est eux qui ont tout fait, hein, mais ils avaient l'air très contents, justement, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ben, on va reprendre, enfin, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait, je disais, ça va pas là, ça va pas là. Non, mais j'ai dit quand même, là, je crois que ça va, je crois que c'est bien, etc. Mais c'est eux, et il faut vraiment qu'il y ait une transmission qui se fasse, hein. Ouais. Comme pour tout ce qui est de l'ordre de l'artisanat. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin. Ça, c'est un point très important, Annette. Je suis très heureuse que vous le disiez parce que je pense que, et je peux parler en nom de Sophie Laporte, hein, Sophie comme moi, défendons beaucoup cet enjeu de la transmission. On a la chance à la Réunion des musées nationaux comme au Louvre, puisqu'au Louvre, on a des ateliers muséographiques très riches et on a la chance d'avoir comme ça vraiment la possibilité d'usage de mains, de gestes et aussi de techniques, qui sont des techniques inscrites dans la tradition. Et je crois que on a pour devoir d'aller plus loin dans cette valorisation. Je sais que c'est quelque chose que Sophie a en tête, Sophie Laporte et sous l'autorité de Chris Dercon a en tête à la Réunion des musées nationaux, mais nous aussi par rapport à nos ateliers muséographiques. Il y a un rôle qui est tenu par nos deux maisons, qui est un rôle très intéressant, où certaines techniques d'ailleurs ne sont plus utilisées que par les ateliers du Louvre ou de la RMN. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est très heureux de la table ronde d'aujourd'hui, au-delà j'ai la chance d'être encadrée par deux grandes artistes, mais c'est aussi cette possibilité de valoriser ces savoir-faire. Et pour moi, qui sont évidemment très, très, très précieux. Annette, Anne, tu voulais dire? Oui, je voulais juste rajouter, bon, c'est pas le Louvre, mais quand même qu'il y a deux maisons extraordinaires aussi qui perpétuent un savoir-faire français qui est Sèvres et le Mobilier National. Absolument. Et c'est unique. Sèvres, c'est unique en France, quoi. Vous avez travaillé avec Sèvres, dans le monde, je veux dire. Ouais, c'est ça. Tu fais quelque chose à Sèvres. Je me souvenais de ça. Génial. Je sais que, oui. J'ai pas fini mon travail. Ouais. Non, mais j'ai croisé, oui, ça, à Sèvres, c'est magnifique. Non, mais moi, je suis fascinée par ces... Oui, mais c'est terrible parce que là, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire que tant que les vases ne sont pas cuits, on ne voit rien, sauf le bleu. Sauf le bleu, oui. C'est pourquoi le bleu de Sèvres, qui est très beau d'ailleurs, beaucoup de vases sont bleus parce qu'on voit un rouge. D'abord, il n'y a pas de beau rouge. Non. Et alors, par exemple, un vase, je n'ai pas dessiné la forme des vases, hein, il y a... je sais pas, 12 vases, j'ai pas fini, mais ceux qui devaient être cuits, qui sont en train d'être cuits en ce moment au four, j'ai fini ceux-là. Un vase qui fait 1,60 m de haut, à la cuisson, ça fait 1,30 m. Donc ils rétrécissent tous, et eux, ils savent même pas exactement quelle couleur, ils savent parce qu'ils ont un très grand savoir, mais il y a toujours des surprises de couleurs. Alors, quand on demande du jaune, alors là, on vous donne un truc totalement incolore, on dessine comme ça. Donc ça, c'est vraiment... alors là encore, un savoir-faire autour formidable. Sèvres, c'est un lieu aussi magnifique. Et au Mobilier National que tu évoquais avec les Gobelins, je ne l'ai pas encore vu, mais je crois qu'elle est très très belle. Allez voir l'exposition chez la X aussi, qui vient d'être organisée avec la tapisserie. Mais je crois... En vous écoutant l'une et l'autre, Annette et Rosanna, je pense qu'il y a cet intérêt aujourd'hui des artistes pour ces savoir-faire. Il y a eu un moment donné où il y a eu un retrait complet des artistes par rapport à ces savoir-faire. Ça m'a beaucoup frappé de voir que le rapport aux matières, le rapport à la broderie, à la FIAC, il y a plusieurs artistes qui s'intéressent comme ça au tissu, à la broderie, ce rapport à la continuité, ce qu'entreprend Sèvres depuis longtemps, ce que fait aussi le Mobilier National depuis longtemps. Tout ça montre, à mon avis, un véritable intérêt pour cela, et je pense que ça incite à les valoriser. Moi, je pense que c'est même un mouvement écologique, c'est-à-dire que on ne jette plus un truc qu'on va racheter, mais un téléphone, ça peut se réparer, un fer à repasser, ça peut se plutôt que d'aller commander en Chine. Et je pense que donc, enfin, je travaillais avec un garçon qui est très artisan sur tout. Il n'avait pas de boulot. Aujourd'hui, il a
beaucoup de travail. Bien sûr. Parce que les gens, il y avait une chaise cassée, Ikea, on l'a achetée, non, elle peut se réparer, elle peut se... Et elle est peut-être mieux que de commander un truc nouveau. Donc je pense que ça fait partie d'un mouvement qu'on doit comprendre, qu'on a besoin d'artisans de plus en plus, de transmission de tout. Puis c'est beau l'artisanat quand même. Très beau. C'est très beau dans tous les domaines. Et j'en profite pour montrer le geste ici, donc ici de Lucie dans l'atelier. Donc ça c'est vraiment aussi absolument magnifique. Et avec ces rapports de couleurs, à la fois ici ce mauve et puis ce rouge orangé, splendide. Moi, je suis fascinée par ces gestes. Je dois dire la vérité. J'ai encore plus peut-être que le résultat fini. Je trouve que la gestuelle est quelque chose de formidable. Et je pense que ça nous invite aussi à quelque chose d'assez à la fois modeste, mais en même temps grave et inscrit à la fois dans le passé, mais aussi dans le présent d'aujourd'hui. Et puis peut-être là, ici, les différents essais. Vous voulez dire en mots, Rosanna, par rapport à ça? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de gestes, pour imprimer en fait ces plaques, c'est pas simplement ancrer la plaque et l'imprimer. Il y a toute une gestuelle donc de Lucille de l'atelier qui essaye d'aller au plus proche de ce à quoi je voulais, vers ce quoi je voulais montrer. Et c'est vraiment, c'est de la peinture sur cuivre en plus de ce qui est déjà gravé. Et donc là, ça montre différents essais d'ancrage qui permettent différentes profondeurs. Et ça a été un long travail que d'arriver au résultat final. Et vous voyez, si vous achetez la calcographie d'Annette et celle de Rosanna, vous allez acquérir non seulement une œuvre d'art, mais toute cette inscription dans la conception. Et ça, c'est-à-dire que vous aurez chez vous non seulement une œuvre, une image magnifique, mais aussi toute cette profondeur de la conception. Et ça, je crois que c'est quand même aussi pas tout à fait rien, me semble-t-il. Voilà, donc là aussi, des images de travail par rapport à ça. 3 personnes juste pour, voilà, ouais. Pour retourner le papier. Et puis donc cette très belle calcographie, le corsage, donc qui vient tout juste d'être commercialisé et qui est en vente donc à la librairie du musée du Louvre, dans d'autres boutiques et en ligne. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre petit échange. Et vraiment merci beaucoup, merci à Annette, merci à Rosanna. Merci à toi, Anne, d'avoir été à nos côtés, d'être à nos côtés. C'était une vraie joie. Je dois dire que d'avoir la chance d'être participer à cette table ronde, c'est une vraie joie aussi de pouvoir participer à ces commandes et à pouvoir les suivre. Donc vraiment, je remercie toutes celles et tous ceux qui y participent. Je remercie aussi beaucoup les équipes de l'Auditorium du Louvre, notamment les équipes de régie, qui rendent tout ça possible. Et qui rendent possible à la fois la tenue de l'événement, mais aussi son enregistrement pour qu'on puisse le retrouver ensuite sur le site du Louvre. Et je voulais remercier tout particulièrement, mais elle se cache quelque part, Valentine Brochet, mais qui a préparé tous ces éléments, et Anne Péan, Laure Péan, qui nous a fait un programme d'anthologie pour cette séance et qui est disponible sur le site du musée du Louvre. Et je voulais aussi vous rappeler que le Louvre donc participe à la FIAC avec la FIAC hors les murs dans le jardin des Tuileries et au musée de la Croix, et que le Louvre expose aujourd'hui un mobile de Xavier Veillant sur le palier de la salle de la Chapelle, et le Louvre surtout rend hommage à Christian Boltanski avec une œuvre splendide installées dans la Grande Galerie, les archives de Christian Boltanski. Donc ces boîtes à biscuits que nous connaissons tous bien, ces boîtes à biscuits, et pour lesquelles Christian Boltanski a fait une œuvre splendide, les superposant, camouflant dans ces boîtes des documents et des photos, archives de sa vie. Je vous encourage à aller le voir dans la Grande Galerie jusqu'au 10 janvier. Et je voulais remercier aussi beaucoup Annette Messager pour cette œuvre-là aussi. Donc un grand merci. Très belle journée à tous. Et puis la vie est là, elle est précieuse. Alors profitons-en. À bientôt.